Actualité politique en République démocratique du Congo, une coalition d'opposants a désigné Moïse Katumbi comme candidat commun de l'opposition à la prochaine présidentielle. Dernier hommage au général Tutsi Athanase Kararuza au Burundi. Il a été tué lors d'une attaque à Bujumbura lundi dernier. Puis au Sénégal, des milliers de travailleurs célèbrent la fête du travail dans les rues de Dakar. Bonsoir et bienvenue à chacun et à tous. En RDC, une coalition d'opposants a désigné dimanche à Kinshasa l'ex-gouverneur Moïse Katumbi comme candidat commun de l'opposition à la présidentielle, censée se tenir avant la fin de l'année. Passé dans l'opposition en septembre après avoir démissionné de ses fonctions de gouverneur du Katanga et quitté le parti présidentiel, Moïse Katumbi est l'une des grandes figures de la politique en RDC. Une autre coalition d'opposition, le G7, ayant quitté la majorité, l'avait déjà exhorté à se présenter à la présidentielle. Mais Moïse Katumbi n'a pas encore officialisé sa candidature. Un mois après sa réélection, Denis Sassou Nguesso a nommé ce dimanche nouveau gouvernement. Cette composition de 38 ministres est marquée par le départ de plusieurs caciques du parti au pouvoir. Au total, 16 personnalités font leur entrée dans la nouvelle équipe, qualifiée de gouvernement de la rupture. On y note la présence de 8 femmes. Sassou Nguesso a placé son nouveau mandat à la tête du Congo sous le signe de l'économie et du social. Au Burundi a eu lieu samedi l'enterrement du général Tutsi Athanase Kararuza, de sa femme et de sa fille. Pour rappel, ils ont été tués dans une attaque lundi dernier à Bujumbura. Images et sons. Dernier hommage au général Athanase Kararuza. L'homme et sa famille ont été tués lors d'une attaque lundi dernier. Un assassinat condamné par le secrétaire général de l'ONU plus tôt dans la semaine. Ban Ki-moon a par ailleurs demandé qu'une enquête complète soit ouverte dès que possible pour élucider les circonstances du décès du général. Athanase Kararuza était un général Tutsi, conseiller du premier vice-président burundais en matière de sécurité. Les auteurs de l'attaque n'ont toujours pas été identifiés. Il déposait sa fille devant le lycée lorsqu'il a été attaqué et tué par un groupe fortement armé. Et pour chaque jeune, c'est la prière que je demande. La prière peut sauver tout le monde. Du coup, on doit prier pour notre pays, pour nos dirigeants, tout le monde. L'attentat perpétré contre le général Kararuza s'inscrit dans un contexte de recrudescence des assassinats ciblés au Burundi depuis le mois de mars. Le Burundi est plongé dans une grave crise depuis que le président Pierre Nkurunziza a annoncé sa candidature en avril 2015 à un troisième mandat. Mandat qu'il a obtenu en juillet au terme d'une élection controversée. Il faut dire que les violences ont déjà fait plus de 500 morts au Burundi et poussé plus de 270 000 personnes à quitter le pays. Au Bénin, la CGTB, entendée Confédération Générale des Travailleurs du Bénin, a célébré le 1er mai, Journée internationale du travail, sous la bannière d'une session extraordinaire de son Conseil fédéral. C'est à travers une causerie-débat intitulée « Les défis du mouvement syndical face aux mutations politiques au Bénin ». La séance a été ponctuée d'un message solennel du secrétaire général de la CGTB. Pascal Todjinou intervient ici sur des propos recueillis par Joël Yetonji et Juste dans Rissou. On l'écoute. Chers amis, aujourd'hui, nous devons demeurer vigilants et veiller au grain car notre pays, le Bénin, regorge des cadres compétents qui sont capables d'aider à renforcer les mutations en cours pour un vrai nouveau départ voulu de nous tous. Maintenant que nous avons tourné la page lugubre et douloureuse de l'ancien régime, notre confédération, la CGTB, conformément à cette disposition statutaire,
et dans le strict respect de ces textes, abordera cette année 2016 la phase concrète de sa restructuration. Oui. Ainsi donc, 2016 sera une année de grande mutation aussi au sein de notre confédération. Les travailleurs sénégalais, eux aussi, célèbrent le 1er mai. Des milliers d'ouvriers se sont rassemblés ce dimanche devant la télévision nationale sénégalaise pour appeler à l'union entre eux et à avancer en rang serré pour faire face aux défis. Tchèque Berthet pour le point. Sur leur pancarte, plusieurs messages s'adressent au gouvernement. En ce 1er mai, journée mondiale de la fête du travail, les travailleurs du Sénégal ont répondu à l'appel en sonnant une grande mobilisation. En masse, ils sont ici des travailleurs de plus de 500 professions à battre les macadam pour célébrer cette journée qui pourtant se tient dans un climat social tendu au Sénégal. Le climat social est bouillant. Qu'est-ce qu'il a dit? À part l'éducation, il y a la santé, il y a les collectivités locales. Donc, ce sont les secteurs les plus importants du pays qui sont en détresse. Et je pense que le gouvernement doit mettre donc ses priorités pour la résolution de ces problèmes. Les travailleurs de ce pays sont fatigués et c'est à l'État quand même de régler la situation, de baisser la tension en prenant en compte quand même les revendications des travailleurs. Les travailleurs ont profité de cette journée pour exhorter les autorités à la tenue d'un dialogue franc pour que le pays renoue avec sa stabilité sociale. Unis au sein de la Confédération des travailleurs du Sénégal, une tête-à-tête est prévue entre les différents secrétaires des centrales syndicales et le chef de l'État pour discuter des points revendicatifs de chaque secteur inscrits dans les cahiers de doléances qu'ils remettront au président de la République. On reste au Sénégal. Les discussions sur le programme de développement durable, du changement climatique et la migration figurent au programme de la 41e session du Conseil des ministres UE-ACP. Cette rencontre qui se tient à Dakar est consacrée à l'avenir des relations UE-ACP au-delà de 2020 en tenant compte des mutations intervenues sur la scène mondiale depuis la signature de l'accord de partenariat de Cotonou en 2000. Reportage. Les acquis des 40 années de relations entre l'Union européenne et les États d'Afrique, des Caraïbes et Pacifique sont multiples, assez pour être satisfaits et fiers des deux côtés. Cependant, l'accord de Cotonou qui lie les deux partenaires est arrivé à échéance. L'excellence de cette coopération s'est exprimée sur le socle des liens denses et étroits. Pour le futur de cette relation, c'est-à-dire après 2020, les États ACP appellent à plus de brassage et de mobilité. Pensons aussi à tout ce qui nous lie. Pensons à notre histoire commune. Pensons aux sacrifices consentis ensemble. Pensons aux facteurs humains qui unissent nos peuples par le métissage biologique et culturel. Pensons aux possibilités de régularisation et à la facilitation de l'octroi de visas. De nombreux besoins de développement restent insatisfaits dans les pays ACP et de nouveaux défis sécuritaires et environnementaux se font jour. Selon Macky Sall, ces facteurs interdépendants renseignent sur la nécessité d'une réorientation du partenariat UE-ACP pour l'adapter à l'environnement international. Macky Sall a appelé à lutter fermement contre l'immigration clandestine, à œuvrer pour stabiliser les pays de transit en crise, ainsi qu'à s'unir pour promouvoir les activités génératrices de revenus. Il a également appelé à aller de l'avant dans la signature des accords de partenariat économique entre les différentes régions et l'Union européenne. Au Kenya s'est déroulée samedi la grande cérémonie de destruction d'ivoire à Nairobi, un événement marqué par la présence de la ministre française de l'écologie qui a annoncé que la France va interdire tout commerce d'ivoire sur son territoire. Une décision qui, si elle venait à être appliquée, portera un coup décisif à l'activité de braconnage. Suivez plutôt. D'abord, moi je suis venue ici à l'invitation des 4 pays d'Afrique qui ont encore 50% des populations d'éléphants, qui ont pris cette initiative extrêmement courageuse de destruction des stocks.
Pourquoi est-ce qu'ils ont pris cette décision? Parce que détruire les stocks, c'est détruire le marché. Et tant que le marché de l'ivoire subsistera, alors il y aura de la criminalité et du massacre d'éléphants. Il est tout à fait légitime que les pays qui participent à ce commerce, parce que l'ivoire est exporté, donc l'Europe doit donner l'exemple, les États-Unis doivent donner l'exemple, la Chine doit faire absolument prendre des décisions beaucoup plus spectaculaires en termes de répression pour que cela cesse. Et le symbole de la destruction de l'ivoire, c'est le symbole de la destruction du marché de l'ivoire. Et d'ailleurs, j'ai décidé d'interdire, je vais faire l'annonce aujourd'hui, d'interdiction du commerce de l'ivoire, qu'il soit brut ou travaillé sur le territoire français. Et je veux que l'Europe adopte la même décision. Il faut absolument que l'Europe prenne des décisions et s'aligne sur la France, qui vient aussi, dans la loi biodiversité, de renforcer la répression et les sanctions contre les trafics et la criminalité concernant les espèces protégées. Le naufrage d'un canot pneumatique chargé de migrants au large de la Libye a fait vendredi 84 disparus. Un chiffre obtenu à partir des témoignages des 26 rescapés. Leurs témoignages ont été recueillis samedi par l'Organisation internationale pour les migrations. Le drame pose de nouveau le problème de transport clandestin de migrants en mer. Les précisions. Un cargo italien était parvenu vendredi soir à sauver 26 personnes embarquées dans ce canot pneumatique alors à moitié dégonflé et en train de couler, ont précisé samedi les gardes-côtes italiens qui avaient donné l'alerte. La mer agitée, avec des vagues d'environ 2 mètres, a ensuite rendu difficile la recherche d'éventuels disparus et le cargo a fait route vers le nord, hors des eaux territoriales libyennes, pour confier les 26 rescapés à 2 bateaux des gardes-côtes italiens. Ces derniers ont ensuite gagné l'île de Lampedusa, entre la Libye et la Sicile, où l'Organisation internationale pour la migration a pu recueillir leurs premiers témoignages à leur arrivée samedi. Un canot pneumatique comme celui où se trouvaient ces 26 rescapés embarque actuellement une centaine de migrants et les autorités redoutaient dans ces conditions qu'il y ait plusieurs dizaines de disparus. Plus de 26 000 migrants sont arrivés depuis le début de l'année sur les côtes italiennes, dans leur très grande majorité après avoir été récupérés en mer par des navires italiens ou battant pavillon d'autres pays européens. Au moins 33 personnes ont été tuées et une cinquantaine blessées ce dimanche dans une ville du sud de l'Irak. Le double attentat a été revendiqué par le groupe djihadiste sunnite État islamique. Les 2 attaques suicides à la voiture piégée ont frappé simultanément le centre de la ville de Samawa. Samedi, l'explosion d'une voiture piégée visant des pèlerins chiites près de Bagdad avait fait au moins 23 morts. L'attaque a été revendiquée par l'EI qui contrôle toujours de larges pans du territoire irakien à l'ouest et au nord de Bagdad. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition que j'ai eu du plaisir à vous présenter. Bonne soirée à toutes et à tous. À très vite.